Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer le webinaire sur le pacte d'engagement de l'IDRIM et puis ses déclinaisons locales. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat et nous verrons à y répondre pendant les présentations ou alors en fin de webinaire, puisque nous avons prévu un petit temps d'échange en fin de réunion où nous pourrons répondre à vos différentes questions. Donc, on a autour de la table trois intervenants pour ce matin et vous présenter trois déclinaisons locales du pacte d'engagement de l'IDRIM. Donc, Fabrice Gavel, qui est directeur adjoint des mobilités et du réseau routier du conseil départemental du Pas-de-Calais. Laurent Lascroux, qui est chef du service innovation et gestion patrimoniale de Toulouse Métropole. Et Laura Poujol, qui est chargée de mission politique travaux neufs du conseil départemental de l'Hérault. Et ensemble, nous allons essayer de répondre à plusieurs questions que vous vous posez sans doute, qui sont qu'est-ce que le pacte d'engagement de l'IDRIM? Pourquoi signer une déclinaison locale? Que mettre justement dans une déclinaison locale? Comment suivre le pacte d'engagement et puis quels sont les résultats que les trois collectivités que vous avez autour de la table ont déjà pu avoir? Et puis pour finir, on aura une partie dans laquelle on vous donnera quelques tips pour vous aider à rédiger vos futures déclinaisons dans vos territoires. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les grandes lignes du pacte d'engagement qui est produit et suivi par l'IDRIM, avec l'objectif de porter une vision commune de l'avenir des infrastructures de mobilité à l'horizon 2030, en impliquant l'ensemble des acteurs et en les incitant à collaborer durablement ensemble. Ce pacte d'engagement des acteurs des infrastructures de mobilité au niveau national a été signé le 20 janvier 2021, en présence du ministre des Transports. Et en fait, ce pacte d'engagement, il ne vient pas de nulle part. En fait, il s'intègre dans la continuité de la Convention d'engagement volontaire de 2009, qui a été signée par l'État, par l'Association des départements de France, et puis les représentants de la maîtrise d'œuvre et des entreprises de travaux publics. Et d'ailleurs, cette convention avait déjà été elle-même déclinée dans 57 départements. Et cette convention avait des engagements en lien avec la décarbonation de l'activité routière, et c'est en ça que le pacte s'inscrit pleinement dans cette même logique. Et c'est sur cette base donc que le pacte d'engagement de l'IDRIM a été rédigé autour de trois axes majeurs que vous avez à l'écran. Donc des infrastructures inscrites dans les transitions climatiques et écologiques, des infrastructures inscrites dans la transition numérique et des infrastructures conçues et gérées à l'écoute des citoyens. Et pour tendre au mieux vers l'achèvement de ces trois axes majeurs, il faut néanmoins mettre en œuvre 4 points très importants qui sont d'adapter au mieux les formations, de mettre en place une vraie gestion de patrimoine des infrastructures, de soutenir l'innovation et puis d'avoir un mode de travail partenarial et collaboratif. Et on va insister sur ce point-là pendant l'ensemble de ce webinaire. Ce pacte d'engagement au niveau national, il a été signé par 26 organismes qui représentent les 5 collèges de l'IDRIM, c'est-à-dire à la fois les donneurs d'ordre, donc par exemple le ministère, les départements de France, les entreprises avec Route de France et Eurobitume, les organismes de recherche et de formation, avec notamment l'UGE et le CNFPT, l'ingénierie publique et privée, avec entre autres le CEREMA, Syntec Ingénierie, et puis un certain nombre d'associations partenariales comme l'IREX. Ces 26 signataires, ils se sont engagés à mettre en place les 13 actions du pacte que vous avez à l'écran. Donc, je ne vais pas toutes vous les lire, mais vous les retrouvez sur le pacte d'engagement qui est bien sûr disponible en ligne sur le site de l'IDRIM. Mais on peut mettre en avant quand même quelques actions importantes, comme le fait à l'horizon 2030, de pouvoir recycler 100% des produits de déconstruction, de réaliser 80% des enrobés courants à moins de 150 degrés, d'engager la révision de documents techniques de conception routière, de tendre vers le zéro accident sur les chantiers, etc. Donc voilà les 13 actions du pacte d'engagement. Et ces 13 actions, en fait, sont suivies dans le temps, puisque l'avancée de ce pacte d'engagement est suivie par l'IDRIM, qui publie les résultats de ses signataires tous les 2 ans, au sein d'un rapport de suivi qui est publié sur ce site. Et nous avons publié le dernier rapport de suivi en janvier dernier. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations de suivi du pacte d'engagement au niveau national, mais aussi au niveau local, puisque vous aurez quelques informations sur les avancées de certaines déclinaisons locales du pacte d'engagement. Donc voilà pour ce qui est du pacte national. J'ai essayé de faire assez rapide et général, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui arrive ensuite. Ce sont les déclinaisons de ce pacte d'engagement.
Alors, tout l'intérêt de ce pacte d'engagement, c'est qu'il a été pensé pour être décliné dans les territoires, en fait, afin d'engager au niveau local l'ensemble des acteurs dans cette démarche, en s'appuyant sur des dynamiques locales et des relations entre les partenaires qui existent déjà. Et à ce jour, 31 déclinaisons locales ont été signées. Alors, c'est surtout des départements, mais aussi des métropoles, une commune et une DIR. Vous les avez là à l'écran. Donc, depuis l'apparition du pacte d'engagement, on en a tous les ans qui signent une déclinaison locale avec leurs différents partenaires. Et justement, qui peut signer une déclinaison locale en dehors de ces, de ces organismes, de ces collectivités ou services déconcentrés de l'État? En fait, un peu tous les acteurs locaux des infrastructures de mobilité le peuvent. Et il n'y a strictement aucune limite et ça dépend justement des relations que vous nouez déjà avec vos différents partenaires. Donc là, vous avez à l'écran les quelques acteurs qui peuvent signer, des exemples d'acteurs qui peuvent signer une déclinaison locale, donc à la fois les services de l'État, les collectivités locales, les fédérations professionnelles, les acteurs de l'ingénierie, les acteurs institutionnels et puis les associations. Et vous pouvez voir à l'écran en fait la répartition des signataires actuels des déclinaisons locales du pacte d'engagement. Vous pouvez voir que les entreprises au niveau local sont très impliquées, ainsi que les acteurs de l'ingénierie. Mais on peut voir quelques spécificités dans certaines déclinaisons du pacte d'engagement qui parfois sont co-signées avec des intercommunalités ou avec d'autres associations comme l'UNEP ou des syndicats de mobilité. Donc voilà, l'important ici, c'est de savoir qu'il faut se sentir très libre dans l'intégration de partenaires autour de la table lors de la signature d'un pacte d'engagement et de la réflexion justement autour des déclinaisons locales sur le pacte d'engagement. Et donc, comment mettre en place une déclinaison et comment la rédiger avec ces partenaires que l'on vient de voir? Donc, avant tout, afin de faciliter la rédaction des déclinaisons locales, l'IDRIM a produit un cadre type que vous retrouverez en annexe du pacte d'engagement. Et vous trouverez en plus sur la page des déclinaisons locales du pacte sur notre site de l'IDRIM l'ensemble des déclinaisons qui ont déjà été signées et dont vous pouvez vous inspirer ou même contacter les rédacteurs de ces déclinaisons locales pour avoir des informations, des exemples, pour ensuite pouvoir rédiger vos déclinaisons. L'important, lors de la rédaction de ces déclinaisons locales du pacte d'engagement, c'est de définir des actions et des indicateurs à inscrire dans cette déclinaison pour vous challenger et challenger l'ensemble de vos partenaires, mais surtout pour pouvoir les suivre dans le temps et suivre la mise en œuvre des actions pour lesquelles vous vous êtes engagés. En fait, cela vous permettra à la fois de faire le bilan des actions réalisées, d'évaluer l'atteinte des objectifs, mais aussi de définir potentiellement de nouvelles actions à mettre en place. Donc voilà. Tous les 2 ans, de notre côté, comme je vous l'ai dit, l'IDRIM contacte les signataires des déclinaisons locales pour faire remonter l'ensemble des informations de suivi que dans le cadre de vos démarches de suivi, pour pouvoir en faire remonter ces informations et les publier dans son rapport de suivi bisannuel. Bon, à titre d'exemple, j'ai mis quelques exemples d'engagement à piocher que vous avez à l'écran sur par exemple, la zéro artificialisation nette des sols, le déploiement de bornes de recharge, l'amélioration des pratiques de recyclage, etc. Bon, j'ai mis quelques informations que vous retrouverez sur le support de présentation qui sera diffusé ensuite, mais je ne vais pas tant m'étendre sur ce point-là puisque ça sera un point que nous aurons ensuite avec nos 3 intervenants. Donc, voilà un petit panorama de ce que sont les déclinaisons locales du pacte d'engagement. Et nous allons maintenant passer un peu sur le vif du sujet avec le retour d'expérience de 3 collectivités qui ont signé une déclinaison locale du pacte. Avec la première question que je vais pouvoir leur poser, c'est pourquoi vous avez signé une déclinaison locale du pacte d'engagement? Pourquoi vous êtes engagé? Et je vais passer la parole tout d'abord à Laurent Lascaux. Merci Jean, bonjour à toutes et à tous. Donc pourquoi une déclinaison du pacte? En fait, pour d'abord 2 raisons essentielles. D'abord, un contexte, on va dire, technique favorable. Je commencerai par celui-là, puisque en fait, la loi NOTRe donc, nous a donné une opportunité effectivement d'évoluer
notamment du point de vue technique et environnement de la route. Pourquoi? Ben parce que je travaille dans une métropole et que nous, on a un contexte, en gros, plutôt de grands projets très urbains, et que pour avoir travaillé assez longtemps au conseil départemental de la Haute-Garonne notamment, on est vraiment sur une approche de la route qui est quand même très différente, profitant un peu du poids de l'histoire, je dirais de l'évolution un peu de tous ces services techniques départementaux qui se sont montés, issus de l'État. Et donc pour nous, la loi NOTRe, en fait, avec notamment le transfert de la compétence voirie départementale à la métropole, a été l'occasion de retrouver un terrain de jeu, on va dire, très favorable à pouvoir refaire enfin, on va dire, de la technique et de l'innovation, et puis de s'intéresser un petit peu à l'environnement. Alors c'était une opportunité aussi, puisque travaillant au département de la Haute-Garonne à l'époque, le département avait signé en 2011 la convention d'engagement volontaire, donc comme le disait Jean, qui a un peu présidé à l'évolution qui est le pacte aujourd'hui. Et donc ça m'a permis de retrouver un peu et le terrain de jeu et un peu, on va dire, tous les collègues et tous les fondements techniques environnementaux qui le permettent. Deuxième chose, donc, parce qu'on était vraiment engagé dedans, il y avait une volonté pragmatique des services techniques et des services centraux donc, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, et des entreprises locales, pour abaisser l'empreinte carbone des travaux d'aménagement et de rénovation des infras. Donc par l'utilisation déjà, finalement, en faisant de la prose sans le savoir, d'un certain nombre de matériaux alternatifs que je vous détaillerai un petit peu après. L'introduction très tôt de critères environnementaux, notamment appuyés pour certains dossiers qu'ils méritent de l'éco-comparateur SEV, tant sur la partie jugement des offres que sur la partie bilan de chantier. Et dernier sujet, il y avait en fait également donc une convention d'engagement volontaire qui était en cours d'écriture depuis 2020. Et dès l'avènement du pacte, on a fait migrer, on a fait évoluer ce document donc pour le traduire en pacte d'engagement des acteurs des infra, quoi. Ensuite, le contexte juridique. Le contexte juridique, en fait, il y a bien sûr toutes les lois, stratégie nationale bas carbone, loi sur l'économie circulaire, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a introduit un certain nombre d'objectifs très pragmatiques, comme par exemple sur les travaux neufs, de veiller à ce qu'il y ait au moins 60% de toute la ressource qui soit issue donc des matériaux issus du recyclage, de la valorisation, etc. Et sur le strict point de vue génération de déchets sur les chantiers, qu'on parle de rénovation ou d'aménagement, veiller à ce qu'au moins 70% de ces déchets soient retracés vers des filières de réemploi, de valorisation, de recyclage, etc. On peut passer à la diapo d'après. Ensuite, il y a bien évidemment, puisqu'on est dans une collectivité, une volonté politique forte. Et la volonté politique en matière de développement durable à Toulouse Métropole, c'est ce qu'on appelle le plan climat. Alors c'est le PCAET, là aussi un acronyme tout aussi difficile que le PEIM pour le pacte d'engagement. PCAET, c'est le plan climat en fait de la métropole qui est venu traduire sur l'ensemble des champs de compétences donc de la métropole toute une série d'actions qui vont viser en fait à abaisser le niveau d'émissions de CO2. Et il y a un nouveau d'ailleurs plan qui a été adopté récemment et qui vise à réduire de 40% les émissions de CO2 d'ici 2030. Donc une forte ambition, une trajectoire avec une pente assez raide donc, pour atteindre ces objectifs. Ce plan climat, en fait, il se traduit par une centaine d'actions. Et une de ces actions, c'est la fiche action spécifique donc, liée au pacte d'engagement, puisque ça introduit le fait que le pacte d'engagement, c'est le volet travaux sur espace public et sur infra du plan climat. Okay. Merci Laurent. Je te passe la parole maintenant, Laurent, pour le département de l'Hérault. Bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler de la déclinaison locale du pacte d'engagement des acteurs des infrastructures de mobilité. Pour nous, c'est un engagement fort pour le département de l'Hérault. Donc, dans le même cadre que ce qu'a expliqué Laurent, pour nous, l'existence d'un cadre national, c'est essentiel pour répondre aux défis de la transition climatique, écologique et numérique, puisque ça se prend à une échelle assez large
pour avoir une efficacité. Pour notre département, signer une déclinaison locale, ça apparaissait comme une évidence, tant depuis des années, le département est engagé dans une démarche environnementale. L'Hérault, c'est un département particulièrement à la fois soumis aux risques naturels multiples et qui figure parmi les plus attractifs de France, qui entraîne une forte croissance démographique. Au final, il y a donc de très forts enjeux en termes d'aménagement et un volume d'opérations conséquent, ce qui induit du coup un volume financier lié à la commande publique important. Donc le CD34 a donc besoin d'une approche adaptée pour répondre aux besoins de mobilité durable sur les compétences qui sont les siennes, c'est-à-dire la création, l'entretien et la gestion du réseau routier départemental. Donc en signant ce pacte, la collectivité s'est engagée à mettre en œuvre des actions concrètes pour en fait adapter ces doctrines internes et améliorer la qualité des réalisations et la qualité d'usage de ces routes départementales en prenant en compte cette dimension environnementale. Donc pour nous, pourquoi signer le pacte? La première raison, c'est d'abord d'affirmer les ambitions de la collectivité en termes de transition, que ce soit en interne auprès de tous les agents du pôle route. On sait que c'est ça la volonté de la collectivité, mais aussi en externe pour avoir un affichage politique et une communication auprès des administrés. D'ailleurs, cette ambition, elle est par ailleurs portée et affirmée par le 9e engagement du mandat du président du conseil départemental pour la route durable. Donc pour nous, le portage politique et hiérarchique constitue un levier important de réussite. Ensuite, la deuxième raison qui a conduit le CD34 à s'engager, c'est parce que ça permet un passage à l'action en se dotant d'objectifs opérationnels concrets. Ça donne un cadre à toutes les équipes et dans une démarche partenariale, ces équipes ont élaboré un vrai plan d'action à partir des orientations du pacte à horizon fin de mandat, donc 2028, pour définir concrètement quelles actions il fallait mettre en place pour se donner les moyens de mettre en œuvre les éléments de ce pacte qui seront développés du coup dans les prochaines parties, donc dans vraiment une volonté d'amélioration continue. Ensuite, la dernière raison, c'est parce que le pacte, c'est une occasion de créer un cadre pour travailler en collaboration avec des partenaires locaux, telles que les autres collectivités. Donc, par exemple, dans le département de l'Hérault, la troisième, donc Montpellier Méditerranée Métropole, a également signé le pacte d'engagement, ce qui fait qu'on est tous d'accord, on a les mêmes objectifs en tête pour avancer, et également les autres entreprises comme la Fédération régionale des travaux publics, l'UNICEM, Sinov et Syntec Ingénierie. Donc, tous ces partenaires sont essentiels pour renforcer l'impact des actions et assurer tout simplement une mise en œuvre efficace et cohérente autour d'ambitions communes. Donc voilà pour les raisons qui nous ont menés à signer ce pacte. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Fabrice Gavel pour le CD du Pas-de-Calais, en te posant la même question. Pourquoi décliner le pacte d'engagement? Ouais, merci Jean, donc bonjour à tous. Effectivement, pourquoi donc décider d'une déclinaison locale du pacte d'engagement au sein du département du Pas-de-Calais? Donc Jean, tu avais fait déjà en avant-propos, tu as parlé de la convention d'engagement volontaire, donc à savoir que le département du Pas-de-Calais s'était déjà engagé dans cette démarche en 2009, et notamment ça s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Grenelle de l'environnement. C'est surtout aussi en 2022, le département du Pas-de-Calais a adopté un pacte de solidarité territoriale qui s'est décliné, qui a notamment défini le cap de l'action départementale. Ce pacte de solidarité territoriale est décliné en 14 ambitions autour de 3 thèmes prioritaires. Il s'agissait d'un premier thème d'investir aujourd'hui pour notre avenir, donc, qui notamment reprenait l'ambition d'adapter le réseau routier aux enjeux environnementaux, aux attentes des usagers. Il y avait aussi un deuxième thème qui était de relever collectivement les défis du changement climatique, avec notamment 2 ambitions que je citerai, c'était de contribuer à la préservation des ressources, donc l'eau, l'air, la biodiversité,
ainsi que de favoriser les nouvelles pratiques de mobilité. Et un troisième thème qui était de valoriser les atouts de notre territoire. Et là, on était plutôt sur le soutien du tourisme et soutenir les filières agricoles. Donc un pacte de solidarité territoriale qui nous donnait le cap. Et donc une des premières réponses à ce pacte, c'était la signature du pacte d'engagement des acteurs des infrastructures de mobilité, qui est une première réponse. Donc nous avons signé en octobre 2023. Et donc, si tu peux passer le slide suivant, Jean, avec un objectif de porter une vision commune sur l'avenir des infrastructures de mobilité à l'horizon 2030. 3 axes majeurs, donc les infrastructures inscrites dans la transition climatique écologique, les infrastructures inscrites dans la transition numérique et les infrastructures conçues et gérées à l'écoute de nos citoyens. Donc ce pacte, on y reviendra par la suite, a été défini en 13 actions et défini par 13 actions, pardon, et chaque action définissant des objectifs et des indicateurs de suivi. Je voulais juste parler aussi à côté d'une adoption d'un schéma durable de la route en 2018 au sein du département du Pas-de-Calais. Déjà, on avait donc, avec 5 axes prioritaires, hein, comme vous les voyez là, je ne vais pas les reprendre, hein, route et biodiversité, route et randonnée, route et ressources en eau, route et changement climatique. Donc, ce schéma durable de la route hein, que nous avions mis en œuvre avait pour volonté notamment d'aller plus loin en cherchant à développer des actions pour favoriser la biodiversité sur nos bords de route et de restaurer les milieux favorables à la faune et la flore d'autre part. Et c'est notamment traduit par l'inscription d'une enveloppe budgétaire, une enveloppe qu'on appelait transition écologique, hein, qui nous permet de programmer des projets avec nos antennes territoriales, nos maisons du département territoriales, et notamment comme pour des actions qu'on menait sur les projets comme de défense de berges par les techniques végétales, et notamment des actions pour restaurer les continuités écologiques de nos bords de route. Donc, ce schéma durable de la route était déjà en 2018, avait permis d'inscrire déjà des objectifs très clairs, notamment en matière des enjeux écologiques de nos bords de route. Hein. C'était notamment aussi accompagné par des études réalisées en lien avec notre direction départementale de l'environnement, des études qui permettaient par territoire de définir l'ensemble des enjeux à intégrer dans nos pratiques. Merci beaucoup Fabrice. Donc après avoir compris pourquoi vous avez décliné localement le pacte d'engagement de l'IDRIM, j'aimerais que vous fassiez une petite présentation de vos déclinaisons, ce que vous avez pu mettre dedans, avec qui vous les avez signés, etc. Et je vais te repasser la parole, Laura Poujol, pour cette présentation. Merci. Alors nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que la déclinaison locale du pacte d'engagement, ça constitue à la fois la traduction en fait du 9e engagement du mandat du président du département pour le mandat actuel, et ça constitue à la fois le socle du projet de service du pôle des routes et des mobilités. Donc en fait, on s'est appuyé sur le cadre type du pacte d'engagement pour ensuite décliner donc les actions du pacte, mais aussi agrémenter des actions qui nous permettaient d'améliorer nos pratiques au sein du pôle des routes et des mobilités. Donc, le plan d'action, la déclinaison locale, on appelle ça le projet route durable au pôle route et mobilité. En fait, c'est un plan d'action pour notre service à l'horizon 2028, donc fin du mandat. Il repose sur donc les 4 axes types du pacte d'engagement qu'on a ensuite décliné en 10 objectifs. Et au final, on a à peu près une 60aine d'actions opérationnelles avec des indicateurs de suivi qui sont répartis sur 4 phases de temps entre 2021 et 2028. 2020, on a vraiment commencé, je dirais, voilà, en mi-2022 à travailler sur les actions. Avant, on avait eu une période de co-construction de chacune de ces actions.
Donc, une diapo suivante, s'il te plaît. Les actions, elles sont variées, mais tout d'abord, donc sur le thème des infrastructures inscrites dans la transition climatique et écologique, on a tout ce qui est action en faveur de la sobriété, de l'atténuation des impacts sur l'environnement et tout ce qui est solutions bas carbone qu'on a adapté dans nos référentiels internes et dans nos méthodes de travail. Donc tout d'abord, il y a eu tout un travail sur la généralisation du recours aux graves non traités recyclés, les GNT recyclés, où il y a eu un label granulat de l'économie circulaire d'Occitanie qui a été monté avec la FRTP. Donc maintenant, il y a des carrières qui ont été labellisées, etc. Maintenant, il faut recourir, travailler en interne avec nos équipes pour inscrire le recours au GNTR comme solution de base. Ensuite, il y a pas mal de travail sur la commande publique avec le recours à l'éco-comparateur SEV, l'ouverture aux variantes, ou encore l'expérimentation et le recours aux matériaux biosourcés comme le béton coquillé qu'on utilise pas mal sur ce qui est piste cyclable. Ensuite, il y a des actions qui touchent à la biodiversité et des actions sur les trames vertes et bleues, notamment la mise en place de la politique de fauchage raisonné qui est inscrite à notre plan route et biodiversité. Par ailleurs aussi, un travail sur l'identification des secteurs de collision et la réparation des corridors de la faune. Donc ici, on voit la mise en place d'écuroducs. Ensuite, il y a tout ce qui est connaissance et anticipation pour développer la résilience des infrastructures. Il y a notamment un travail qui a été fait sur la politique de gestion du risque rocheux, donc tout ce qui est chute de blocs, etc., pour identifier la vulnérabilité de nos infrastructures. Et enfin, des actions sur tout ce qui est propreté du réseau, donc ramassage et tri des déchets, qui est une grosse problématique pour nous, notamment sur toute la partie sud du département. Ensuite, dans les objectifs 3 et 4, donc des infrastructures inscrites dans la transition numérique, on a un énorme travail en cours qui n'est pas encore terminé sur tout ce qui est déjà consolidation des bases de données pour avoir une vraie connaissance de notre patrimoine pour derrière pouvoir mieux le gérer tout simplement. On a par exemple réalisé une auscultation grand rendement des chaussées sur le réseau structurant et le réseau secondaire pour connaître l'état de dégradation. On a aussi développé un logiciel, pas mal de logiciels internes comme la main courante embarquée ActiRoute, donc du logiciel Prism qui permet un suivi de l'activité d'exploitation et ensuite derrière avoir une vraie base de données pour améliorer notamment les circuits de fauchage par exemple. Et enfin, le pôle des routes et des mobilités s'est lancé depuis fin d'année dernière dans le projet européen Scale qui vise à développer la route connectée. Donc, nous, on travaille principalement sur des cas d'usage qui visent à améliorer l'avertissement des véhicules en approche d'un croisement entre les RD et les voies vertes pour limiter le risque de collision. Diapo suivante. Ensuite, sur la partie infrastructure conçue et gérée à l'écoute des citoyens, donc notamment, il y a un gros travail qui est mené par notre service mobilité durable qui vise à développer la sensibilisation à l'écomobilité, que ce soit auprès des scolaires, auprès de toute personne du département. Il y a aussi été mis en place des subventions pour l'achat de vélos à assistance électrique. Donc tout ça participe à sensibiliser à l'écomobilité. On a aussi un plan Héros-Vélo qui nous permet de structurer notre politique de développement cyclable, que ce soit en termes d'aménagement, mais aussi de pratique. Et pour la même chose pour le covoiturage, donc plan Héros covoiturage qui nous permet de définir pour les prochaines années où est-ce que on va construire les nouvelles aires, comment on va développer le réseau pouce par exemple. Et enfin, dans cette thématique-là, on retrouve aussi tout ce qui est développement de la participation citoyenne. Et on a expérimenté même une co-construction de projet sur une traverse d'agglomération où là, on a vraiment créé des ateliers de co-construction avec les enfants d'un village, avec aussi les habitants, ce qui nous a mené à
concevoir un projet vraiment partagé. Donc ça, c'est aussi une des actions de l'IDRIM. Et enfin, sur la dernière thématique, donc des leviers de mise en œuvre pour garantir la réussite, nous, on a essayé de développer des formations en interne, comme une formation sur la résolution des litiges en fait en cas d'agressivité avec notamment nos agents d'entretien des routes. Donc c'est les agents qui ont créé eux-mêmes cette formation et qui ensuite la dispensent au sein des différentes agences du département. Et aussi dans cette thématique-là, ce qui est important pour nous, c'est commencer à structurer tout ce qui est innovation pour pas qu'on ait des expérimentations un peu dans tous les sens. Ça serait l'idée vraiment là qui est en train de se monter, c'est vraiment de capitaliser sur tous les retours d'expérience et travailler au partage de ces retours d'expérience en interne et également en externe. Donc voilà pour un petit aperçu de la déclinaison de notre pacte. Merci beaucoup. Est-ce que Fabrice Gavel, tu peux présenter à ton tour le pacte d'engagement pour le département du Pas-de-Calais? Oui, le temps de retrouver mon micro. Oui, alors concernant le Pas-de-Calais, le pacte d'engagement a été défini à travers de 5 engagements, 13 actions et 23 indicateurs. Donc moi, par contre, j'ai plus le slide, j'ai plus la vue de mon. C'est normal, Jean, je fais une petite coupure. C'est bien affiché, c'est peut-être une coupure de ton côté, mais... Ah, bon, pas grave. Je ne vois plus rien à l'écran, je suis désolé. Donc, comme je le disais, 5 engagements. Donc, voilà. Le premier engagement, c'est de participer au développement de la recherche et soutenir l'innovation. Donc, qui se décline en 2 actions. Libérer l'innovation dans les infrastructures routières. Alors là, effectivement, sur ce sujet, on s'engage à réaliser au moins un chantier par an pour mettre en œuvre un procédé innovant. Comme exemple, l'année dernière, nous avions travaillé, enfin tout au moins mis en œuvre un procédé de biotraitement pour nos bassins, hein. Ça consiste à inclure une matière organique pour diminuer nos bouts de curage, hein, et aussi dépolluer les bouts de curage. Là, c'est un premier chantier innovant qu'on a réalisé l'année dernière. On est en train de faire la synthèse des résultats. L'idée aussi, c'est qu'on puisse travailler en partenariat avec les signataires, hein, que sont la Fédération régionale des travaux publics et Routes de France, pour qu'ils puissent nous proposer aussi des solutions innovantes. Alors, l'axe de recherche sur ces possibilités, c'est d'aller plutôt vers des procédés innovants sur nos voies vertes, nos voies cyclables, les chantiers de pistes cyclables notamment. Alors, on y travaille, on y réfléchit actuellement avec les partenaires pour que puissent nous proposer différentes solutions. La deuxième action, c'est de développer la numérisation des infrastructures afin d'en faciliter la gestion ultérieure. Alors là, sur ce sujet-là, on est en attente de propositions, notamment dans le cadre de l'instrumentalisation de nos routes. On a donc interrogé nos partenaires pour nous faire des propositions, et aussi notre service travaille avec des partenaires comme le CEREMA pour qu'on puisse avoir aussi l'évolution des propositions dans ce domaine-là. Sur l'engagement préserver les ressources non renouvelables, on a l'action 3, et je l'ai mis en vert parce que j'y viendrai tout à l'heure dans la présentation de l'outil qu'on a créé au sein du département du Pas-de-Calais. Ça concerne donc le recyclage des agrégats d'enrobés, hein, donc avec les objectifs qu'on s'est fixés de 20% en 2025, hein, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là-dessus, surtout une acculturation aussi de nos maisons départementales, donc de 7 territoires,
pour l'usage de formulations avec des taux d'agrégats d'enrobés notamment importants. Donc, on avait établi une note, la direction métier avait établi une note à l'époque à l'intention des territoires pour justement donner nos préconisations, qui étaient donc de 20% d'utilisation dans les formulations d'enrobés, donc de 20% d'agrégats d'enrobés dans les couches de roulement et jusqu'à 30% dans les graves bitumes, donc dans les couches d'assises. Donc ça, on a mis un outil de suivi pour qu'on puisse année par année juger de l'évolution. Donc, et notamment qu'un objectif à 30% en 2030. L'action l'action suivante, c'était limiter le recours aux matériaux de carrière. Donc, ce sujet-là, c'est une question d'acceptabilité des matériaux recyclés. Hein. Donc, on y travaille. On est en attente aussi de propositions de nos partenaires et donc de nos instances comme le CEREMA. Le troisième engagement, c'était réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie. Et notamment, une première action, c'était de déployer la pratique de réduction de température des fabrications d'enrobés, donc ce on appelle les enrobés tièdes, avec des objectifs, avec des indicateurs de 25% en 2025. Déployer l'usage aussi des techniques à l'émulsion. Alors pour ce faire, nous avons notamment écrit un marché d'utilisation des produits à l'émulsion donc l'année dernière, ce qui permet à nos territoires de pouvoir justement faire appel à ces techniques-là dans le cadre de l'entretien de nos routes départementales. Alors, on n'a pas encore mis en place le suivi, je dirais, des résultats annuels. Hein. C'est prévu de l'intégrer à l'outil que je vous présenterai tout à l'heure. Après, il y a l'action d'ouverture de marchés aux variantes. C'est des choses qu'on pratique déjà. Donc, on répertorie le nombre de marchés qu'on a ouverts aux variantes. Développer l'usage des éco-comparateurs. Donc, on a un projet d'une opération sur laquelle on va intégrer l'utilisation de sève pour comparer les offres et les propositions techniques, notamment sur un projet de réalisation de pistes cyclables. Donc, on a intégré cette année la possibilité l'usage de l'éco-comparateur, pardon. Et enfin, la dernière action, c'est de réaliser des expérimentations concourant au développement d'une mobilité décarbonée. Donc, sur ce sujet, on est en attente aussi on réfléchit, on mène des réflexions sur ce sujet-là. Et on attend aussi des propositions, notamment, je pense plus à l'évolution du matériel pour notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, le quatrième engagement, d'améliorer la sécurité routière et la sécurité des personnels et des usagers des riverains. Donc, améliorer la sécurité routière des usagers et des personnels sur chantier. Ça, je dirais que c'est un sujet qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, donc sur lequel on est très attentif. Hein. Bien sûr que ça peut passer par des réalisations de réunions publiques d'information au préalable à nos opérations. De réfléchir aussi à travailler plus sur déviation de circulation que sur restriction de circulation quand c'est possible. Et aussi de sécuriser nos opérations par, si nécessaire, demander l'intervention des forces de l'ordre pour le respect des déviations à suivre. Et c'est aussi notamment la possibilité d'intégrer ça de plus en plus dans nos pratiques. Et je citerai comme exemple au sein du département du Pas-de-Calais la volonté de développer un système de management intégré, notamment je pense plus à nos travaux de régie, qui sont faits en régie par les agents départementaux. Le système de management intégré, c'est notamment au-delà de l'aspect qualité, c'est aussi d'intégrer la sécurité et l'hygiène et aussi d'intégrer l'environnement. Donc, c'est la politique QSE, tout simplement, qu'on essaye de construire, qu'on construit au département du Pas-de-Calais. Et le dernier engagement, c'est attirer les jeunes dans le métier de la route. On participe notamment
dans les journées portes ouvertes. Je peux citer comme exemple au département du Pas-de-Calais la participation aux journées portes ouvertes au lycée de travaux publics de Bruay, sur lequel on a un stand, et ça nous permet à la fois de présenter au jeune public les métiers du département du Pas-de-Calais, les métiers notamment les nôtres, hein, que peuvent être les métiers de technicien études, technicien travaux ou agent d'exploitation et encadrant de proximité de nos territoires, hein, dans le métier de la route. Et c'est aussi une volonté par la suite d'essayer de signer une convention avec des partenaires que peuvent être par exemple le campus des métiers et des qualifications d'excellence des travaux publics des Hauts-de-France pour promouvoir nos métiers auprès des jeunes. Voilà pour la présentation de nos actions et de nos objectifs. Tu n'as pas ton micro, Jean. Pardon, merci beaucoup. Laurent, je te passe maintenant la parole pour la présentation de la déclinaison locale du pacte pour la métropole de Toulouse. Merci beaucoup. Donc effectivement, sur la métropole de Toulouse, bon, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de connaître la signature de la Convention d'engagement volontaire en 2011 et j'y avais contribué également. Donc du coup, pour moi, il y avait quand même un objectif qui était d'éviter deux écueils. Le premier, c'était de faire un document qui était trop incantatif. Et le deuxième, c'était de monter un document type usine à gaz difficilement exploitable. Donc il a fallu naviguer un peu entre ces deux eaux. La déclinaison donc, du pacte de Toulouse Métropole, en gros, c'est un document qui est en 3 parties. La première partie incontournable, malgré ce que je viens de dire, qui est un peu incantative, où tous les partenaires se présentent et on dit tous qu'on est les meilleurs, les plus beaux, et tout ce qu'on fait déjà au titre de l'environnement, parce que c'est vrai que bien souvent, malgré tout, il y a de bonnes pratiques dans beaucoup de collectivités, et décliner un pacte d'engagement, c'est aussi l'occasion de coucher sur le papier tout ce qui se fait de pas mal. Et après, le deuxième intérêt, c'est d'aller un peu au-delà et de défricher de nouveaux terrains. La deuxième partie, par contre, donc, c'est celle qui traite de tous les engagements que vous avez dessous. Donc, nous, on en a retenu 8 sur cette première version, sachant que dans notre esprit, le pacte d'engagement, quand il est signé, le travail n'est pas terminé. Il commence à vivre. Pour nous, dans notre esprit, c'est un document évolutif. C'est pour ça que j'en parlerai tout à l'heure. On a des clauses de revoyure avec tous les partenaires et que, à cette occasion, on rebalaye un petit peu les différents engagements. On regarde un peu où c'est qu'on en est en termes de trajectoire par rapport aux résultats qu'on a sur les différents indicateurs attachés aux actions, et on décide de consolider, rediriger, voire d'étendre un petit peu les périmètres des actions, voire de nouveaux engagements. Donc la partie centrale, voilà, c'est les 8 engagements déclinés en une 60aine d'actions avec tous les indicateurs qui sont dédiés au suivi. Et la dernière partie à laquelle je tenais beaucoup, c'est une boîte à outils. En fait, c'est une boîte à outils qui est là pour faciliter la vie à tous les gens qui sont porteurs de projets. Qu'on parle de projets de rénovation, c'est-à-dire d'entretien, de maintenance ou d'aménagement, le but du jeu, c'est que facilement, plutôt que de s'endormir à lire un document très épais, ils puissent aller sur la caisse à outils et récupérer quoi? Récupérer tout simplement des extraits de cahiers des charges pré-mâchés qu'ils n'ont plus qu'à copier-coller, modulo une discussion à avoir avec nous. Nous, on fait aussi l'instruction technique et environnementale un peu de tous les projets au niveau de la métropole. Donc, on accompagne tout ça, on fait déjà des propositions. Mais si quelqu'un se sent de vouloir intégrer tout ou partie des engagements et de récupérer ces extraits de cahier des charges, c'est possible. Ces extraits de cahier des charges, c'est quoi? C'est des bordereaux des prix tout faits. C'est des articles de règlement de la consultation qui permettent d'ouvrir à variante sur un certain nombre de sujets. C'est des articles de CCAP, etc. Donc, qui permettent de cadrer un petit peu, je dirais, toute la nouvelle réécriture technique des cahiers des charges. Donc, la déclinaison, je vais vous épargner la lecture des 8 engagements et plutôt me concentrer sur voilà, le petit éclairage que je voulais faire ce matin. Donc, je vais vous parler plus précisément donc, de la préservation de la ressource, donc des matériaux non renouvelables, tout ce qui est préservation de la biodiversité et des milieux naturels, la réduction des émissions donc de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie, et l'accroissement de la performance environnementale des entreprises et de la route. Donc Jean, si tu veux bien. Merci. Donc sur l'engagement numéro 1,
qui est un peu l'engagement fondateur finalement de ces pactes d'engagement, c'est la préservation des ressources non renouvelables. Là, nous, on l'a traduit et on l'a appuyé autour de 3 gros items qu'on est venu décliner derrière en actions pratico-pratiques assez concrètes. Donc le premier, c'est réemployer ou valoriser par recyclage des matériaux constitutifs de la chaussée, soit en place, à froid, soit en centrale, à toutes les températures, chaud, tiède et froid. Alors ça se traduit comment? Vous l'avez en dessous. Il y a évidemment toutes les techniques de retraitement en place. Donc là, en l'occurrence, c'est une illustration avec du retraitement en place à l'émission de bitume. Mais on a aussi un volet avec du retraitement en place de corps de chaussée au lien hydraulique. Voilà, suivant les domaines d'emploi, les limites, etc., les objectifs et la problématique à traiter, on va se prononcer sur ces types de process. Deuxième volet, c'est le plus répandu évidemment, c'est la valorisation, notamment en poste, à toute température, et en l'occurrence, là on parle pour l'essentiel des agrégats d'enrobés. L'objectif pour nous, sur tous nos marchés, et les marchés de maintenance et d'entretien en particulier, c'est que comme on est dans un contexte finalement assez urbain, on a 50% de nos chaussées qui sont dans l'urbain, ça veut dire que chaque fois évidemment qu'on veut renouveler une couche de roulement ou venir retravailler des assises, ben, la première action, c'est de sortir la raboteuse. Donc ça veut dire que tous ces agrégats d'enrobés, notre objectif à la fin du marché, c'est de réutiliser 100% de ces agrégats au travers de différentes formules, produits à différentes températures. Tout ça, ça se fait en poste, ça fonctionne très bien. Pour mémoire, les premières actions de recyclage donc, et d'abaissement de température combinées, ça a finalement aujourd'hui un peu 20 ans. Le premier chantier, donc à l'époque où j'étais au département, on l'a fait en 2004. Donc c'est aujourd'hui des choses rompues. Les agrégats d'enrobés, c'est pour tordre le cou à de mauvaises idées qui traînent un peu ça ou ailleurs, que j'entends parfois. C'est qu'un enrobé avec des agrégats d'enrobés dedans, c'est pas un sous-enrobé. Voilà. Aujourd'hui, il y a le recul, il y a 20 ans de recul et de suivi sérieux, notamment encadré par le CEREMA, qui permettent de dire que du point de vue des performances et de la durabilité, un enrobé, quelle que soit sa température, avec ou sans recycler, ça a la même durée de vie. Deuxième volet, c'est la gestion et la valorisation des déchets, des TP et des matériaux ici de la déconstruction routière, avec également un item qui est la valorisation des matériaux locaux, naturels ou artificiels. Donc là, on parle de quoi? On parle pour l'essentiel de toutes les graves de recyclage issues des chantiers de déconstruction. Ok, donc ça, aujourd'hui, on est allé un petit peu plus loin, je vous en parlerai tout à l'heure. L'idée, c'est que, en fait, en Haute-Garonne, on a une chance et un grand malheur. La chance, c'est qu'on a un super matériau de qualité, donc un matériau naturel, qui est pas cher et à portée de bras, ce qui fait qu'on est finalement, nous, assez en retard sur ce volet grave de recyclage. Donc les choses évoluent. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour un carrier ou quelqu'un qui a une gravière en gestion. Il est illusoire qu'il envisage d'en ouvrir une nouvelle. Il est illusoire qu'il prévoit d'en faire une extension. Et aujourd'hui, il prie des deux mêmes pour qu'il continue à pouvoir l'exploiter jusqu'au terme de ce qui avait été prévu à l'initial. Donc ça veut dire que dès aujourd'hui, y compris eux, sont moteurs pour commencer à basculer sur une nouvelle ère qui est on sort des gravières et des carrières et on évolue vers des plateformes de recyclage. Pour accompagner le mouvement, il faut que les maîtres d'ouvrage y suivent. Il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire si on ne prescrit pas dans les solutions de base du recours à des matériaux recyclés, évidemment, on va avoir du mal à amorcer la pompe sur le sujet. Le deuxième volet, c'est les matériaux donc, artificiels. Donc là, en l'occurrence, les mâches-fer d'incinération des ordures ménagères. Aujourd'hui, ça s'appelle des MIDND, mais peu importe. Donc là, on a un gros sujet, la production donc, des mâches-fer sur l'agglo de Toulouse, c'est entre 60 et 80 000 tonnes par an. Donc ça veut dire que là, pour le coup, on a un gisement intéressant. Évidemment, un gisement particulier, puisque bon, tout le monde sait qu'il y a quelques contraintes environnementales à respecter. On ne peut pas les utiliser et les mettre n'importe où. Mais modulo un minimum d'attention et puis si on arrive à produire des documents pour faciliter la vie à tous, nous on a sorti une cartographie qui permet en fait à un porteur de projet sur une simple carte bicolore, c'est noir ou blanc, c'est là je peux pas, en prenant en compte finalement tout ce qu'il y a derrière de protection des eaux potables, remontée de nappes, etc., éloignement des cours d'eau, etc. Donc ça, c'est une chose qui commence à pas mal fonctionner. Et le dernier sujet, alors là pour le coup on a vraiment réinventé l'eau chaude, mais c'était justement pour essayer de sortir de ce dont je parlais tout
tout à l'heure, c'est nos mauvaises habitudes d'utiliser des matériaux naturels parce qu'ils sont super pas chers et de bonne qualité. Eh ben, c'est tout simplement d'essayer de limiter l'interface qu'est la chaussée dans son épaisseur en valorisant au maximum les sols en place. Donc là, c'est tout simplement des retraitements en place avec des liens hydrauliques routiers et ou de la chaux en fonction du contexte, puisque nous, on a des sols assez argileux à gérer. Mais ça veut dire que voilà, c'est des techniques qui existent depuis plus d'un demi-siècle, mais qu'on souhaite venir remettre au goût du jour et de façon à ce que dès le stade de l'instruction d'un projet, on commence par se poser cette première question. Plutôt que de faire une chaussée très épaisse dessus, est-ce qu'on ne peut pas diminuer le recours aux matériaux tout simplement en valorisant et en venant consolider le sol support? On peut passer à la diapo d'après, Jean, si tu veux. Donc la préservation de la biodiversité. Là, très rapidement, on a profité, je l'ai dit tout à l'heure, sur ce sujet-là en particulier, du transfert donc, de la voirie départementale pour finalement dupliquer une très bonne pratique donc, qui a été faite au conseil départemental Haute-Garonne. Alors, ils ont appelé ça le fauchage raisonné. Nous, on l'a mis à autre chose, c'est le fauchage adapté, mais peu importe. Ça consiste tout simplement à, malgré tout, continuer à atteindre les objectifs de sécurité qui président en fait au fauchage, puisque l'objectif il est bien là, mais malgré tout avec un certain respect de la faune et de la flore, en de temps en temps jouant sur la temporalité et la hauteur des passes de fauchage pour venir préserver un petit peu tout ce milieu-là. L'autre sujet, c'est notamment tout ce qui est zéro phyto. En ville, c'est quand même très important, puisque en agglo, il y a des objectifs de propreté auxquels sont très attachés les administrés, et les élus souvent ils entendent parler d'abord de ça. Et évidemment, à partir du moment où on rentre dans une logique de zéro phyto, comme tout le monde y a été obligé, ça sous-entend dès qu'on n'utilise plus de Roundup, tout d'un coup on se retrouve avec des plantes qui reviennent un petit peu, et des herbes envahir les espaces publics. Donc ça passe aussi par un peu de pédagogie pour accompagner ce changement de paradigme, mais également par la recherche et l'utilisation d'outils alternatifs donc qui permettent, par agression plus mécanique, de gérer tout ce qui est repousse de mauvaises herbes sur l'espace public. On peut passer à la diapo d'après si tu veux bien, Jean. Voilà, deuxième élément très fondateur évidemment, avec un objectif énorme, double objectif, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie. Donc ça, évidemment, nous on est également donc sur une agglo avec, il y a de tout, il y a évidemment du petit réseau, mais on a aussi des réseaux assez majeurs avec de forts trafics dessus, et le premier réflexe, c'est de faire comme on fait depuis 50 ans, continuer à faire des enrobés à chaud bien épais. Alors, ça rend service, il n'y a pas de souci, pérennité, il n'y a pas de souci, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une recherche un peu systématique de matériaux alternatifs. C'est-à-dire que dès qu'on le peut, dès que les domaines et les limites d'emploi le permettent, utiliser tout simplement des matériaux qui vont être fabriqués à des températures plus faibles. Alors évidemment, les enrobés à température abaissée, ou comme on les appelait il n'y a pas longtemps, les enrobés tièdes. Il y a même des gammes d'enrobés semi-tièdes qui travaillent en dessous à l'approche des 100 degrés, mais il y a la rafale de produits à froid très intéressants, qui plus est du point de vue économique très intéressant aussi également, qui concerne donc un peu tous les produits à froid, à savoir les enduits superficiels d'usure, les matériaux bitumineux coulés à froid, les gravés émulsions, etc., qui permettent de faire des travaux tout aussi durables en termes du point de vue mécanique, mais du point de vue environnement. Et permettent donc effectivement d'atteindre des objectifs très intéressants en termes de réduction de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Dernière slide, je crois, ou avant-dernière, c'est l'accroissement de la performance environnementale des entreprises et de la route. Ça, on l'a appuyé sur 3 actions. Le premier volet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la recherche de matériaux alternatifs de façon systématique, c'est-à-dire sortir un peu des chemins battus et chercher systématiquement un plan B à l'enrobé à chaud, 0 agrégat d'enrobé dedans. Donc pour ça, effectivement, nous on s'appuyait à une époque sur un logiciel qui avait fait l'objet justement d'un partenariat également avec la Fédération régionale des travaux publics à l'époque et le CEREMA. C'était donc un logiciel qui s'appelle Technique routière adaptée au changement climatique. Au-delà du logiciel, en fait, il a une base de données d'une 60aine de techniques alternatives aux matériaux traditionnels. Donc ça,
systématiquement, comme on fait, nous, du dimensionnement de chaussée ici, et donc derrière de l'instruction technique environnementale, eh bien, on propose systématiquement en solution de base ou à minima en ouverture à variante pour pouvoir accueillir dans les réponses des entreprises des matériaux alternatifs. Deuxième sujet, c'est l'éco-conditionnement des attributions des offres au moment de l'appel d'offres. Pour rappel, à partir d'août 2026, il sera obligatoire d'intégrer dans tous les marchés publics de travaux des critères environnementaux et ou sociaux. Et dans les critères environnementaux, il y a la possibilité de façon assez pragmatique finalement de dire à partir du moment où l'entreprise propose un enrobé tiède et que j'ai prévu les conditions dans le règlement de la consultation, j'ouvre à variante, j'y attribue une bonification de points. Voilà, il y a des choses, des tableaux de pondération assez simples. Hein. L'entreprise qui abaisse de 20 degrés à 1 point, l'autre de 30 degrés à 2 points, etc. Donc des choses faciles. Ou des dossiers plus élaborés en utilisant l'éco-comparateur SEV. Pour rappel, l'éco-comparateur SEV, c'est un éco-comparateur qui a été développé par et pour la profession au sens large. La fédération nationale, aujourd'hui Route de France, des travaux publics, mais auquel ont accès tous les maîtres d'œuvre et les collectivités de France et de façon gratuite. Alors moi, j'ai aucune part dans ce logiciel, si ce n'est une connaissance assez fine et d'un intérêt majeur, c'est que sur un dossier, finalement, on peut viser tout ou partie des indicateurs sur lesquels travaille l'éco-comparateur, le recyclage, taux de recyclage, les émissions de gaz à effet de serre, etc. J'en passe des meilleurs. Et ça permet donc de le graver dans le règlement de la consultation et d'analyser les offres, de les éco-comparer avec des indicateurs objectifs et partagés par la profession surtout. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile, parce que j'ai connu cette époque-là, que d'aller comparer des propositions d'entreprise sans avoir la même valeur étalon et sans avoir les mêmes règles du jeu. Là, c'est compliqué. Grâce à l'éco-comparateur SEV, ça le simplifie. Dernière utilisation de l'éco-comparateur SEV, c'est la troisième action, c'est la mise à disposition d'un bilan environnemental annuel de suivi des indicateurs. C'est-à-dire que le pacte d'engagement dont je vous présente un court extrait, de façon annuelle, on en fait le bilan chiffré sur tous les indicateurs qu'on a visés grâce à l'éco-comparateur. Et on sait précisément, du coup, où c'est qu'on en est par rapport à la trajectoire qu'on visait. Alors là, j'apporterai un petit modulo. Là où on est bon, c'est dans ce que je dis. C'est-à-dire là, je vous dis, voilà, on est les meilleurs, les plus beaux. Là où on n'est pas bon, par contre, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, et c'est notre piste d'amélioration pour 2025, c'est que je n'ai qu'un bilan partiel parce que je n'ai pas le retour de 100% des travaux réalisés sur la métropole. Voilà. Aujourd'hui, on a un aperçu sur une petite moitié. Voilà. Donc c'est notre marge de progression de façon à avoir un bilan environnemental annuel consolidé. Autre diapo. C'était la dernière. C'était la dernière, très bien. Et justement, ton dernier propos fait la transition avec la prochaine partie de ce webinaire sur le suivi de vos déclinaisons locales du pacte d'engagement. Donc à la fois comment vous suivez les actions qui sont mises en place d'une année sur l'autre, et puis quels ont été vos premiers résultats depuis la signature de vos pactes d'engagement respectifs. Fabrice Gavel, je te passe la parole en premier. Oui, merci Jean. Donc oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre du suivi de nos actions, je voulais plutôt revenir sur l'action donc qui concerne l'engagement préserver les ressources non renouvelables et donc plus particulièrement le recyclage des agrégats d'enrobés. Au sein du département, on a créé un outil dynamique de suivi de ce bilan. Alors, c'est un outil qui permet notamment de renseigner chaque opération qui a donné lieu à une commande d'enrobé, notamment, hein, dans le cadre du marché départemental qu'on a. Donc cette intervention, elle est localisée, renseignée en fonction du type de couche. Vous avez un peu l'entrée là qui est matérialisée dans le slide. Hein, donc, en fonction du matériau mis en œuvre, hein, donc que ce soit une couche de roulement, une couche de liaison, donc on peut le renseigner, hein, le type de matériau. On saisit aussi tous les renseignements, donc issus du chantier, que ce soit le tonnage du matériau qui a été mis en œuvre, la température de fabrication, le pourcentage d'agrégats.
Ensuite, une fois qu'on a saisi, alors c'est un module qui a été mis en œuvre et proposé aussi qui a été aussi dimensionné par territoire, hein, c'est-à-dire qu'un territoire qui va renseigner, eh ben, il ne va pas avoir les routes départementales de son voisin, quoi, du territoire voisin. Tout ça, ça a été calibré pour qu'on puisse simplement renseigner les RD concernés. Une fois qu'on a renseigné voilà, tous les indicateurs, derrière, ben, cet outil va nous permettre de tirer des bilans, donc sous forme de tableau, comme vous l'avez illustré ici dans le slide. En fonction donc de tous les renseignements, on peut avoir un résultat de la répartition qui a été faite des tonnages et selon le pourcentage d'agrégats incorporés. On peut aussi avoir une répartition qui est donnée de façon globale ou alors un résultat par territoire, tout simplement. Et ça, année par année. Donc, c'est un outil qui nous permet de rapidement avoir notre bilan en fonction de ce donc notamment sur les actions, les indicateurs qu'on a définis. Hein, donc, c'est d'avoir le pourcentage d'agrégats enrobés global au sein du département du Pas-de-Calais. Donc, on renseigne bien sûr, là, pour le coup, l'ensemble des travaux qui ont été réalisés par nos différentes maisons départementales ou nous-mêmes, les services opérationnels de notre direction. À partir de là aussi, on peut aussi tirer un bilan, je dirais, par entité, hein, ce qui nous permet de pouvoir, je dirais, identifier les bons et les moins bons élèves, quoi. Alors ça, c'est pas, on va pas donner il n'y a pas de pénalité en interne, hein, mais ça permet aussi notamment de pouvoir identifier les territoires qui nécessiteraient un peu d'accompagnement, je dirais, sur ces techniques-là. Voilà un peu ce que je pouvais dire de l'outil. Et si tu peux passer sur le slide suivant, s'il te plaît. Et donc, notamment, sur le petit diaporama, enfin, la petite image que vous avez dans le slide en bas, hein, on suit ça par année, donc l'évolution notamment des agrégats enrobés par année. Donc, vous voyez là, à la fois, donc on a commencé en 2021, hein, donc la mise en place de l'outil. Vous l'avez, donc la déclinaison de ce pourcentage de 2021 à 2024. Et donc, on est parti en 2021 de 10% globalement, qui était d'agrégats d'enrobés incorporés dans nos formulations, pour arriver aujourd'hui à de l'ordre de 24-25% d'agrégats à ce jour. Donc, on voit bien la nette évolution de ce pourcentage, donc, qui est donc favorable, et donc qui tend bien dans l'objectif qu'on s'était donné, notamment de 15% en 2022. Alors, comme vous voyez, 15% en 2022, on était pile poil dedans. 20% en 2025, on est un peu au-delà, donc ce qui nous fait penser que le chiffre de 30% en 2030 devrait être atteignable. Et on a ces mêmes résultats pour aussi le suivi des enrobés tièdes, hein, comme disait tout à l'heure Laurent. En fonction des températures qui ont été renseignées, ben, forcément on a le bilan en fin d'année de l'évolution, donc du suivi du tonnage d'enrobés tièdes réalisé par rapport à la proportion de toutes les commandes qui ont été faites. Et on peut le sortir, voilà, en fonction de ce qu'on souhaite, par territoire, voilà, comme je disais. Et donc, c'est des comparatifs qui nous permettent de voir très rapidement l'évolution par rapport aux indicateurs qu'on s'est fixés dans le cadre du pacte d'engagement. Et puis, ce qu'on compte faire aussi dans l'évolution de l'outil, c'est d'intégrer maintenant les techniques à froid, toutes les techniques à froid, notamment les techniques liées à l'émulsion. On va pouvoir intégrer ça dans l'outil et de suivre les résultats annuels. Ce que je dirais aussi sur le suivi du pacte d'engagement, ben on a mis en place l'année dernière un premier comité de suivi, une réunion du premier comité de suivi en juin de l'année dernière. Ce premier comité a permis notamment déjà d'avoir une première rencontre avec nos partenaires
et d'autre part, de pouvoir, dans le cadre d'un petit tableau qu'on a mis en place, je dirais par engagement, par action, et selon les indicateurs qu'on s'est fixés, de pouvoir assurer un suivi dans le temps. Alors, il est pas très bien renseigné aujourd'hui parce que l'année dernière, on l'a conçu. Et cette année, la deuxième réunion, l'idée de la deuxième réunion, c'est pouvoir venir à cette réunion en renseignant les différentes propositions que pourront faire les partenaires ou nous-mêmes dans le cadre des actions qu'on a définies. Voilà ce que je pouvais dire un peu de résultats du suivi aujourd'hui. Alors effectivement, on a surtout bien évolué sur tout ce qui était engagement et action des suivis des enrobés et des enrobés tièdes notamment. Les techniques d'émulsion, on va y venir, hein, parce qu'on a sorti un marché l'année dernière, donc on va pouvoir avoir un suivi cette année. Et je dirais que sur le reste des actions, bon, on est en attente aussi de propositions de nos partenaires. Ok, merci Fabrice. Laura, je te passe la parole maintenant. Du coup, concernant le suivi et les résultats du projet Route Durable, et donc à la fois les résultats du pacte d'engagement, déjà, nous, on a une organisation en interne où il y a un chef de projet dédié, l'équivalent à un peu moins d'un demi-ETP. Et ensuite, on est organisé du fait que chaque objectif, chacun des 10 objectifs est managé, on va dire, par un duo de référents composé d'un cadre du CODIR et de notre agent, que ce soit cadre ou non cadre. Donc, les référents réfèrent au chef de projet et ensuite, chacun des objectifs, chacune des actions qui sont comprises dans les objectifs sont gérées par ce duo de référents. Donc, il y a un suivi régulier des actions qui sont menées dans chacun des groupes de travail qui sont des groupes de travail transversaux. Nous, c'est des groupes de travail composés d'agents volontaires à qui on a confié cette nouvelle mission transversale par lettre de mission. Donc, chez nous, voilà, la participation à des projets transversaux est fortement soutenue. Voilà, après, ce qui est du suivi des engagements du pacte d'engagement, c'est la partie la plus complexe. Ça s'intègre dans une démarche beaucoup plus globale du suivi de l'activité et de gestion du patrimoine, donc à l'échelle d'une collectivité comme un département. Chez nous, c'est difficile. On n'a pas un outil aussi performant que le Nord-Pas-de-Calais, mais je pense qu'on va s'en inspirer parce que c'est ce qui est difficile, c'est d'avoir cette vision globale et assez fine pour permettre le suivi quantitatif de manière exhaustive. Donc après, voilà, on est toujours en phase de progrès. Donc on va répondre à ces défis-là et au fur et à mesure s'améliorer. Notamment, je pense que voilà, l'outil numérique et le suivi via notre SIG peut être vraiment ce qui va faire qu'on va pouvoir mieux suivre quantitativement les objectifs qu'on s'est fixés dans le pacte. Donc aujourd'hui, dans le pacte d'engagement, il y a ces 15 actions, 13 actions, je crois qu'il y en a 2 qui ont été ajoutées, avec des indicateurs et des valeurs cibles. Donc déjà, on a des chiffres concrets en tête qu'il faut atteindre. Voilà, maintenant, c'est nos méthodes de suivi qui doivent être affinées. À un moment, il était question d'une annexe qu'on aurait à insérer dans les cahiers des clauses techniques et particulières des marchés. Ça n'a pas trop pris, donc je pense que le suivi tel que le fait le Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment une bonne idée. Voilà, nous, c'est le suivi des indicateurs quantitatifs, notamment les quantités de matériaux mis en œuvre. Ça, c'est aussi des indicateurs qui sont communs avec notre SPASER, donc notre schéma pour je ne sais plus exactement ce que signifie l'acronyme du SPASER, donc c'est le plan d'action en termes de commande publique au niveau de la collectivité. Donc nous, le bilan 2024 qui a été réalisé, il n'est pas exhaustif. Il s'est centré sur les marchés programmes d'entretien sur lesquels on a une vision. Donc, il ne prend pas en compte tous les marchés à bon de commande qui sont menés dans chacune des agences départementales.
Voilà. Après, ce qu'on peut dire, c'est que quantitativement, on a une marge de progrès, mais par contre, pour ce qui est, merci pour l'acronyme, pour ce qui est du suivi qualitatif, là, on peut déjà dire que les premiers résultats sont très encourageants. On a eu une mise à jour de notre référentiel routier interne avec un taux de recours d'agrégat d'enrobé minimal qui est imposé pour les couches d'assises et les couches de forme. Il y a aussi l'enrobé à froid qui est favorisé sur le réseau non structurant avec un marché programme annuel qui est réalisé par le service entretien. Ensuite, il y a eu une note interne aussi qui dit que l'enrobé tiède, c'est la norme. Le chaud reste l'exception. Tout ce qui est courbe, giratoire, vraiment quand on ne peut pas faire autrement. Et ensuite, on a par ailleurs énormément progressé sur la commande publique grâce à une très forte ambition au niveau de notre directeur général adjoint, M. Jomard. On a une bonification de toutes des offres vertueuses par la systématisation du recours à des critères environnementaux, notamment qui sont obligatoires. Et on essaie aussi sur les marchés qui sont les plus importants de recourir au logiciel SEV pour ouvrir à variante. On a un bien meilleur suivi des clauses sociales aussi avec une grosse augmentation des heures. Donc voilà, comme je disais, un recours à l'ouverture à variante dans une démarche d'innovation. Après, là où il reste à progresser, c'est sur la partie contrôle de l'exécution de ce qui a été mis en critère. Et aussi, au fur et à mesure, prendre en compte nos propres retours d'expérience pour continuer en fait à être de plus en plus pertinent sur la proposition de variante qu'on fait et la pondération de ces critères-là en fonction de l'importance de l'opération. Et ensuite, l'analyse qualitative donc, a permis de montrer qu'il y a d'autres sujets de fond qui ont été bien avancés, notamment la démarche de co-construction de projet. C'est assez aléatoire. C'est en fonction de l'opportunité, de la capacité financière aussi qu'on a à un moment donné. Donc, ce n'est pas tous nos projets qui sont ouverts à la co-construction, mais par exemple, on essaie de centrer cette démarche-là sur des projets de traverse d'agglomération qui ont peut-être plus d'intérêt à faire interférer les citoyens pour construire le projet. Voilà, donc ce qui est du premier bilan 2024, donc voilà, on s'est centré uniquement sur les marchés programmes. Donc là, sur le coup, on avait un prestataire qui nous a proposé 100% d'agrégats d'enrobé pour l'enrobé à froid dans les couches d'assises et 30% en couches de roulement. Pour les marchés tièdes et chauds, environ, on était à 40% d'agrégats d'enrobé en couches d'assises et 32% en couches de roulement. Ce qui est du taux de recyclage par rapport à ce qu'on produit annuellement, nous, il y a une clause, il y a un prix, une moins-value dans tous nos bordereaux de prix pour la récupération de l'enrobé raboté, hors pollution amiante HAP, bien sûr. Voilà pour moi pour l'instant. Ce qui est du suivi. Merci. Merci Laura. Et je te passe maintenant la parole, Laurent, pour quelques éléments de suivi côté métropole de Toulouse. Alors, côté métropole de Toulouse, voilà, sur une diapo résumée sommairement, on va dire la partie abaissement de température, économie de ressources naturelles, donc l'impact sur tout ce qui est économie d'énergie et moindre émission de gaz à effet de serre. Donc grosso modo, là, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai qu'un bilan partiel, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille déjà depuis un bon moment. On a de bons espoirs d'évoluer là-dessus, puisqu'aujourd'hui mon bilan ne porte que sur 500 km, alors que la métropole compte 3350 km.
Là aussi, en fait, on a mis en place tout récemment un SIG sur lequel j'ai fait créer en fait des volets de saisie où on dit, ben, à tel moment, j'ai fait des travaux du point A jusqu'au point B et il y a une liste déroulante en fait de matériaux précadrés qui dit c'est du chaud, c'est du tiède, il y a du recyclé dedans à tant de pourcents, etc., etc. Ce qui nous permet en fait aujourd'hui au presse-bouton sur 500 km de faire un bilan assez important et sur les taux de recyclage et sur les températures moyennes mises en œuvre, et puis jusqu'à des éléments qu'on peut donner à digérer à l'éco-comparateur Sève pour sortir le bilan que je vous présente là. Donc, grosso modo, sur une campagne qui fait à peu près 20 000 tonnes de matériaux, on en a presque 90% avec des enrobés à température abaissée, donc enrobés tièdes, et 7% d'enrobés à froid. Donc notre marge de progression, elle est surtout sur le froid, mais encore une fois, on a beaucoup de routes dans l'urbaine, donc on ne peut pas faire du froid partout. Mais je l'ai dit, 50% en urbain, ça veut dire qu'il y en a 50% extra-urbaine, donc ça veut dire que là-dessus, nous, on a vraiment à gagner. Et concrètement, eh ben, le fait de recycler et d'abaisser les températures, ça nous a permis de gagner un peu plus de 20% donc d'économie d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre évitées dans l'atmosphère. Et je l'ai traduit pour l'énergie, parce que les politiques aiment communiquer là-dessus. Bah, tout simplement, cette économie d'énergie, bah, c'est les besoins énergétiques de 66 logements individuels de 100 mètres carrés. Et les 252 tonnes d'équivalent CO2 non rejetés dans l'atmosphère, bah, c'est l'équivalent de 2 millions de kilomètres d'un véhicule léger type Clio ou autre, ce qui correspond à peu près au trajet annuel cumulé de 140 véhicules personnels. Voilà. On peut passer à la diapo d'après. Alors, les apports et les bilans donc, du pacte d'engagement, bah, ça a permis notamment, justement, j'ai dit que sur le froid, par exemple, au niveau de la métropole, on était très en retard. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne faisait pas assez de froid, mais c'est vrai aussi sur le recyclage en place des matériaux. Voilà. Et grâce au pacte d'engagement, on s'est fixé un objectif de 5% de nos besoins en renforcement annuel, ce qui se traduit en gros par 15 000 m². Et bien jusqu'à aujourd'hui, donc on tient cette cadence de 15 000 m². Alors évidemment, dans le département où j'étais avant, la Haute-Garonne, j'ai vu qu'il y avait des représentants. Eux, pendant longtemps, ils en ont fait 100 000 m² par an, et même moi quand j'y étais. Donc ça n'a rien à voir, mais peu importe. Là, l'idée, c'est aussi de changer un petit peu les façons d'approcher les chantiers et gentiment d'accompagner le mouvement et de partir sur ces techniques alternatives très intéressantes du point de vue environnemental, évidemment. Moins de camions, moins d'aller-retour, moins de trajets, moins de matériaux de ressources naturelles puisées, mais c'est intéressant économiquement aussi. Deuxième volet, sur lequel j'en présente que quelques-uns, mais sur lequel donc ça nous a permis de nous remettre un peu en question. J'ai dit tout à l'heure qu'on était très en retard sur le sujet du recyclage au sens large, et notamment avec les graves de recyclage. Et ben, ça nous a permis en fait de venir réécrire complètement une nouvelle doctrine de gestion des déchets de chantier. Voilà, où déjà on est rentré par le volet juridique, c'est mon collègue, Laurent Rescagnier en l'occurrence, qui a travaillé beaucoup sur le sujet, qui s'est cogné tout le volet juridique de la gestion des déchets, c'est pas rien. On a rencontré les gens de l'Adréal, on a rencontré bien sûr un peu tous les acteurs du domaine, les gens qui ont des plateformes de recyclage, et les entreprises qui souhaitent migrer, ceux qui ne le souhaitaient pas aussi, pour revenir bâtir une vraie doctrine où on dit, ben voilà, à partir du moment où c'est le cadre juridique, à partir du moment où un caillou sort d'un chantier, ça devient un déchet, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien voilà, derrière, on est venu le décliner avec toutes les solutions possibles en réemploi. Donc réemploi, il ne prend pas ce statut juridique de déchet puisqu'il reste sur le chantier, ou après on rentre sur les autres volets qui sont le recyclage, la valorisation, etc. Donc ça, on a réécrit ça et on l'a traduit fidèle à nos habitudes par des bordereaux des prix qui vont bien à mettre dans les marchés, de façon à ce que dorénavant et à l'avenir, qu'il n'y ait plus de solution de base avec des matériaux naturels, mais que systématiquement, en solution de base, on ait des graves de recyclage. Là aussi, Laure l'a dit tout à l'heure, il y a le label GECO Occitanie, donc sur lequel on s'appuie. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne l'impose pas, mais on donne des facilités au stade de l'analyse des offres aux gens qui ont le label ou un équivalent. Autre volet, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la valorisation notamment des mâches-fer d'incinération. Les mâches-fer d'incinération, aujourd'hui, c'est un gros enjeu. J'ai dit c'est entre 60 et 80 000 tonnes par an. Donc ça veut dire que
peu ou prou, on doit arriver à satisfaire tous nos besoins en matériaux de chaussée non liés avec les mâches fer d'incinération, modulo la capacité à l'employer. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des contraintes environnementales, on ne peut pas les utiliser n'importe où, n'importe comment, notamment du point de vue de la protection des eaux. Et on a fait une carto donc en interne de toute l'agglo de la collectivité Toulouse Métropole. Et en gros, on ne peut pas en utiliser sur la moitié de notre territoire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'utiliser sur l'autre moitié. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a quand même des chantiers qu'on peut mener avec ce type de matériaux. Voilà, les apports aussi, c'est que le pacte d'engagement, c'est un vecteur de communication pour la collectivité. Elle peut ainsi valoriser un certain nombre de politiques publiques en s'appuyant sur des éléments d'action, sur des éléments chiffrés, sur des bilans intéressants. Et un des gros intérêts que je vois moi aussi à titre personnel, c'est un cadre de dialogue privilégié. Alors là, j'ai mis avec les entreprises, évidemment, mais au sens large, avec tous les partenaires. Dans les partenaires, nous, à Toulouse Métropole, on a des maîtrises d'ouvrage déléguées, donc qu'il faut faire rentrer au moment où il faut co-construire le document, et on continue à discuter avec eux parce qu'il faut arrêter et co-construire ensemble les différents engagements, faire les bilans avec eux, et puis des fois les accompagner un petit peu au début sur l'application de ces engagements. C'est un peu notre quotidien, puisqu'on est prescripteur, mais ça nécessite tout un accompagnement un peu pédagogique. On fait notamment pas mal de formations en interne pour expliquer le pourquoi, le comment, et surtout comment utiliser et appliquer tous ces principes au stade des projets, mais également sur les chantiers. On a aussi évidemment des maîtrises d'œuvre en interne avec qui on travaille, qu'on forme un peu, mais il y a aussi des maîtrises d'œuvre privées évidemment. Donc c'est pour ça que dans les partenaires, on a l'AIOC, qui est l'association des bureaux d'études privés de l'Occitanie, donc avec qui également on travaille, puisque les entreprises ne comprendraient pas que d'un côté on ait des dossiers qui arrivent, on va dire, avec le cachet PEIM, et que l'appel d'offres suivant, parce qu'il a été fait par une autre personne ailleurs ou un BE privé, ne viserait pas les mêmes objectifs et le même type de matériaux. On peut passer à la diapo d'après. Alors après, c'est un petit focus un peu sur l'innovation. Donc effectivement, le gros intérêt, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cadre de dialogue avec les entreprises. Ça veut dire que une collectivité, elle a des politiques publiques. Les élus adorent parler d'innovation et dire qu'on fait de l'innovation. Nous, ça nous intéresse évidemment beaucoup, mais il faut absolument un moment qu'on arrive avec les entreprises, donc qui ont aussi des directions de recherche et développement importantes, qu'on arrive à trouver des passerelles communes, c'est-à-dire qu'on ne parte pas sur des axes trop divergents. Donc l'occasion aussi du comité de suivi annuel qu'on fait dans le cadre du pacte, c'est un peu que chacun montre un petit peu son jeu en disant, ben voilà, nous on attend des solutions un petit peu sur un moindre recours peut-être à des liams pétroliers, sur tel type de matériaux, sur des pistes cyclables ou autres, et que les entreprises nous disent, ben, effectivement, nous on a 2-3 sujets, ça peut être intéressant. Là on se met autour d'une table, on trouve un chantier, on essaie, et puis on essaie de façon un peu structurée, j'allais dire un peu, sans dire de gros mots, à l'ancienne, façon CETRA, avec l'accompagnement du CEREMA, où on définit un protocole technique de suivi, de façon à pouvoir établir un vrai retour d'expérience, avec un vrai suivi. C'était comment avant, c'était comment pendant, l'application, la qualité des matériaux, etc. Et le suivi des indicateurs pour juger du fait que ça a fonctionné bien, pas bien, moins bien, il a fallu corriger ou pas. Et surtout, l'intérêt de l'innovation, c'est de pouvoir la dupliquer. Si c'est juste pour faire un coup de com', ça ne présente que peu d'intérêt. Si par contre, via une correction éventuelle, on peut commencer à dupliquer ces bonnes pratiques, ça devient intéressant. Donc rapidement, j'en ai cité un certain nombre. Bien sûr, il y a tous les sujets avec les bétons bas carbone du moment, que toutes les entreprises donc proposent en substituant une partie du clinker par d'autres matériaux qui leur permet d'abaisser l'empreinte carbone en fait, des ciments en particulier. Là, on a en cours donc un parvis donc avec un béton drainant dépolluant, voilà, donc qui est en cours de mise en œuvre et dont on va démarrer le suivi avec des mesures de pollution avant, pendant, après, etc. Bien sûr, il y a le sujet des enrobés bas carbone également, où là aussi les entreprises donc, substituent une partie du bitume par des liams végétaux, donc ce qui permet de générer un peu des puits de carbone. Les sujets liés au retraitement en poste ou en place aux liams végétaux. Les retraitements en place aux liams végétales, c'était le conseil départemental de l'Hérault qui avait initié le premier chantier
à l'époque. Et nous, on avait fait un peu le pendant, qui était la même chose, mais en poste, compte tenu du fait que les ateliers de retraitement, par exemple, leur utilisation en agglo, c'est quasi à proscrire à cause des émergences, à cause des gabarits, des emprises, etc. Par contre, le plan B, c'était le retraitement à l'émulsion, mais en poste. Voilà, on a quelques chantiers en cours sur du recyclage aussi à fort taux d'agrégats d'enrobés hors spécification. Vous le savez, il y a un guide sur l'utilisation des agrégats d'enrobés. Normalement, au-delà d'un certain vieillissement du bitume, on se pose des questions métaphysiques sur la capacité à remobiliser ce vieux liant. Donc là aussi, on a des expérimentations en cours sur le sujet. Et on est aussi, ça a été la possibilité aussi d'émarger un projet national qui s'appelle ISSU, qui est Innovation et Solutions contre la surchauffe urbaine. Évidemment, la métropole, ça nous intéresse, pour accompagner en particulier le plan Toulouse plus fraîche, où nous, on est prescripteur donc, de matériaux adaptés, en jouant sur les albédos, la perméabilité, etc., pour venir lutter contre les îlots de chaleur. Et on a eu la possibilité de participer donc à un projet national qui va nous permettre de pouvoir produire avec d'autres collectivités en France, des chercheurs, des universités, des entreprises et de la maîtrise d'œuvre, en fait, des cahiers de recommandations, parce qu'en l'état aujourd'hui, il n'y a aucun référentiel partagé. Donc ça veut dire que quand on prescrit des solutions grises pour les matériaux, vertes pour tout ce qui est renaturation de la ville, et bleu pour tout ce qui est gestion des eaux, des imperméabilisations, en fait, il n'y a aucun référentiel qui permet d'étalonner et de valoriser ou de donner un indice de performance de ces solutions, et encore moins de l'interaction de ces différentes solutions les unes vis-à-vis des autres. Donc c'est aussi l'occasion d'avancer sur ce sujet. Donc on déborde un petit peu du champ du pacte d'engagement, mais ça veut dire que dans le COSUI que j'ai mené il y a 15 jours avec nos partenaires, je leur ai proposé d'ores et déjà, fort de ces évolutions, d'introduire un nouvel engagement qui sera effectivement, je ne sais pas comment on l'appellera, mais bon, Toulouse Métropole plus fraîche, ou etc. Mais bon, voilà, pour rentrer dans une nouvelle ère de prescription et de choix de matériaux adaptés, voilà, et d'aménagement de l'espace public dédié, quoi. Ok, merci Laurent. Juste en lien avec ce que tu as présenté juste avant, on a une question de Jérôme Veil de l'IDRIM pour savoir si tu peux communiquer la doctrine déchets de la métropole de Toulouse. Alors, dès qu'elle sera validée, oui, avec grand plaisir. Pour l'instant, j'attends la validation institutionnelle, puisque vous avez compris que ça a un impact. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais en gros, ça consiste jusqu'à aujourd'hui dans nos marchés, et comme dans beaucoup de marchés des collectivités ou des maîtres d'ouvrage en général, on est dans une ère où on paye du terrassement au mètre cube et on terrasse de façon verticale. On charge sur le camion, on paye le truc et on se pose trop peu la question de savoir qu'est-ce que deviennent ces matériaux. Là, maintenant, dans le cadre du dossier de consultation, donc du dossier de marché, on va avoir des prix dédiés. On va passer un peu de l'ère du terrassement vertical à la déconstruction horizontale façon bâtiment, par épaisseur de couches homogènes en nature et épaisseur de matériaux. Donc ça veut dire que derrière, il y a des impacts, un certain nombre d'impacts financiers évidemment, où il va falloir un petit peu peut-être plus payer et rémunérer l'entreprise pour que les choses soient bien déconstruites, triées, bien envoyées dans les bons centres qui vont bien, de façon derrière à avoir une production sur les plateformes de recyclage, une production de matériaux qu'on va pouvoir réutiliser. Donc ce qu'on attend, c'est effectivement un certain investissement au niveau du marché et on espère avoir un retour sur le prix des matériaux de recyclage plus intéressant que les matériaux naturels. Aujourd'hui, pour information, c'est déjà un peu le cas. On commence à avoir des prix de matériaux recyclés à la tonne avec des prix plus intéressants que les matériaux naturels. Voilà, donc tout ça pour dire que oui, on diffusera avec plaisir notre doctrine dès qu'elle est validée institutionnellement en interne, quoi. Voilà. Ok, merci. Avant de passer à une session de questions-réponses, il y en a quelques autres dans le chat. On va passer à la dernière partie de ce webinaire où je vais questionner du coup nos 3 intervenants pour vous livrer quelques conseils pour pouvoir rédiger vos potentielles futures déclinaisons. Je vois que vous êtes quand même plusieurs représentants de collectivités à nous écouter. Et donc, pour ça, je vais te repasser la parole, Laurent, pour pouvoir présenter un peu quelques tips que tu pourrais donner. Alors, effectivement, je l'ai dit un peu en intro, nous, on a voulu quelque chose d'assez pragmatique et évolutif. Donc,
si quelqu'un souhaite aujourd'hui donc se lancer sur une déclinaison du pacte d'engagement, j'aurais tendance à lui conseiller d'abord de ne cibler que quelques engagements, voilà. Tant pis, le but du jeu, c'est pas d'en avoir 3 de plus que la collectivité d'à côté. Peut-être il faut partir avec 3-4 engagements un peu solides et après se dire, ben, quand on aura atteint les objectifs, ben, on viendra le développer. Donc ça veut dire qu'on va cibler que quelques engagements qu'il faut tout de suite, à mon sens, décliner en actions applicables, mesurables au sens des indicateurs et duplicables. Voilà, donc ça c'est hyper important. Je l'ai traduit tout à l'heure sur quelques engagements, comme mes collègues d'ailleurs sur d'autres. Voilà, il y a aujourd'hui suffisamment de matière et de gens qui ont avancé sur ces sujets, qui ont mesuré les domaines et les limites d'emploi de chacune de ces actions pour arriver à écrire un pacte, on va dire, assez rapidement et malgré tout en ordre de bataille de façon avérée. Évidemment, quand on monte un document comme ça, il faut absolument essayer de le co-construire. C'est là un peu toute la difficulté et la longueur potentielle de la démarche. Alors, je vois que la question est posée, ça a déjà été posé tout à l'heure de façon dévoyée, où on nous disait oui, mais maintenant, prendre une délibération pour adhérer avec les élections qui approchent. Alors, je vais vous rassurer ou vous inquiéter tout de suite. Je vais vous rassurer en vous disant que de toute façon, le but, c'est pas d'avoir tout de suite la délib qui autorise à lancer la démarche. C'est-à-dire qu'on peut lancer la démarche de co-construction sans avoir la délibération. La délibération, elle va être surtout là pour institutionnaliser le document et donner la capacité donc aux élus à engager la collectivité à signer ce document. Aujourd'hui, raisonnablement, si vous voulez faire un bon travail, il faut le co-construire avec la maîtrise d'ouvrage évidemment, les maîtrises d'ouvrage déléguées si comme nous vous en avez, les maîtrises d'œuvre en intra ou en extra, la fédération des entreprises, éventuellement le CEREMA et puis peut-être d'autres partenaires. Ça veut dire que devant vous, il y a un certain nombre de réunions de travail à mener, que ces réunions de travail, évidemment, il faut y arriver avec, faut éviter la feuille blanche, il faut arriver déjà avec un certain nombre de propositions pour que les gens commencent à travailler un petit peu sur ce volet. Bon, tout ça pour dire que raisonnablement, pour monter un pacte d'engagement, mes collègues s'exprimeront sur le sujet, mais il faut au moins 6 mois. Alors, c'est pas 6 mois à temps plein, voilà, on a tous un métier, la dictature du quotidien, c'est autre chose. Mais voilà, il faut y consacrer, je pense, entre 6 et 10 réunions pour arriver à le monter, et entre les réunions, bah, il faut y bosser au moins 2-3 jours pour avancer un petit peu, quoi. Donc, tout ça pour dire que l'urgence, c'est pas forcément la délib, c'est commencer à rassembler les partenaires autour de la table, vendez-leur l'idée, commencer à travailler, à gratter un peu les grands items, les grands engagements et à décliner les premières actions, et vous verrez que ben, vous serez peut-être proche des futures échéances électorales et que sur le nouveau mandat, vous pourrez passer la délib qui va bien. Ce qu'il faut aussi, ce qui est important, c'est de déterminer au préalable le dispositif de pilotage, tout ce qui est comité de pilotage, donc qui est une institution plutôt politique avec quelques élus du domaine. Après, tout ce qui est comité technique, là, c'est plus tout ce qui va concerner la co-construction du document. Essentiellement des techniciens, des ingénieurs avec qui, dans le public et dans le privé, vous allez élaborer le document. Et le comité de suivi qui, lui, voilà, chacun sa clause de revoyure, mais qui, nous, on a prévu de façon annuelle, hein, même si on a mis 2 ans à le caler, mais ça y est, là, on est rentré dans le processus, et où là, on se retrouve avec tous les partenaires, et premier point à l'ordre du jour du comité de suivi, le bilan, on en est où, on regarde par rapport à la trajectoire qu'on avait imaginée, et puis on discute des évolutions, des corrections, etc. ensemble. Donc c'est pour ça que mon point dessous, cibler un bilan annuel et une clause de revoyure, bah, c'est hyper important, parce que le document, voilà, il commence à vivre qu'à partir du moment où il est signé, donc il faut maintenir une certaine dynamique derrière, voilà, et c'est important donc de se fixer ce cadre-là. Et puis prévoir un document évolutif, effectivement, voilà, vaut mieux partir avec quelques engagements et prévoir d'évoluer au fur et à mesure des envies et des besoins des différents partenaires que de partir avec quelque chose de trop exhaustif, avec des items qu'on ne traitera peut-être jamais. Voilà, moi j'en ai connu un comme ça où effectivement il y a des items, on n'est jamais allé dessus parce qu'on avait été trop ambitieux et que c'est compliqué de le remettre en ligne. Merci Laurent. Laura, quels seraient tes différents conseils?
Du coup, je rejoins Laurent sur quand même pas mal de points. Pour moi, la condition indispensable, c'est un portage politique et hiérarchique fort, parce que derrière, c'est tellement transversal tout ce qu'on met en place que ça peut pas être fait en silo. Il faut que ça soit quelque chose de partagé et enfin, quelque chose de fort, quoi. Ensuite, pour permettre aussi que ça soit quelque chose de partagé, pour moi, la co-construction, c'est quelque chose d'essentiel. Chez nous, on a un peu fusionné le pacte au projet de service, donc on appelle ça notre projet de service. Donc ça a été co-construit par d'abord l'ensemble des cadres du pôle des routes et des mobilités, et ensuite on est même allé encore plus loin pour que ça soit quelque chose de vraiment partagé. On est allé recueillir dans toutes les agences départementales les avis et les suggestions en mode boîte à idées de tous les agents. Et au final, on va dire qu'on a une moulinette et on a créé donc un plan d'action qui regroupait à la fois des actions qui ont émané des agents et à la fois des cadres, ce qui fait que avec des méthodes aussi de participatives, on va dire, tout le monde est assez attaché à ce projet dans le service et notamment dans le temps aussi, ça continue à être porté par la direction et notamment tous les arbitrages forts liés au projet route durable sont arbitrés en comité de direction. Donc, il faut aussi que quand vous réfléchissez à ce pacte d'engagement, à cette déclinaison, ça soit adapté aux enjeux de votre collectivité. Nous, il y a des actions du pacte qui ne sont pas directement rattachées à nos compétences. Enfin, je pense à tout ce qui est route comme support de création d'énergie. Chez nous, au département, c'est pas notre service qui gère tout ce qui est développement des énergies renouvelables sur les délaissés, même si c'est des délaissés routiers. Donc ça, nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas directement intégré dans notre plan d'action. Voilà. Ensuite, c'est hyper important de définir des actions avec des objectifs qui sont clairs, qui sont réalisables, donc adaptés aussi en fonction des ressources humaines et financières qu'on a à disposition. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel que ça soit évolutif, parce que ces ressources financières aussi peuvent être évolutives. Et il faut que ces objectifs ils soient fixés avec une temporalité donnée dès le début. Il faut qu'il y ait ces mécanismes de suivi qui permettent d'ajuster au fil de l'efficacité des actions. Je veux dire, si au début on a été trop ambitieux, il faut qu'on sache se remettre en question et se dire, bon ben non, là on va peut-être revoir à la baisse, comme sur d'autres actions, on n'a pas été assez ambitieux et on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc on va ajuster le curseur. Et enfin, moi je pense qu'un point essentiel aussi, c'est la communication, que ce soit auprès de nos agents en interne pour maintenir la motivation, montrer que ça avance, parce que même si des choses sont faites un peu partout dans les services, il faut que ça soit partagé avec les autres pour vraiment montrer que c'est pas un énième document qui a été fait juste pour de la communication, mais que vraiment il y a des choses qui se font. Et expliquer aussi les choix qui sont portés à un moment et voilà, pour assurer vraiment une cohérence globale. Et aussi, c'est la communication auprès de nos élus et auprès du grand public, puisque ça engage la collectivité du département de l'Hérault et pas seulement nous, le pôle des routes. Voilà, après, s'il y a besoin, il ne faut pas hésiter à nous recontacter, nous signataires du pacte, si vous avez besoin de retours d'expérience. Et en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de bonnes pratiques qui ont été partagées aujourd'hui qui peuvent vous inspirer. Merci Laura. Fabrice, est-ce que tu as quelques mots à partager?
Mais écoute, après l'intervention de Laura et Laurent, ils ont déjà dit énormément de choses. Rajouter, je pense que déjà tout a été dit. Il est important effectivement de pouvoir déjà mobiliser les partenaires signataires du pacte d'engagement. Ça, c'est une première chose très importante. Comme ça a été dit, de s'engager sur des objectifs qui sont atteignables et mesurables, parce qu'il y a aussi des indicateurs à renseigner, donc il ne faut surtout pas partir sur des indicateurs qui ne seraient pas pertinents. Moi, ce que je vois aussi, c'est surtout de la mobilisation en interne, que ce soit en interne ou en externe, avec les partenaires. Mais mobiliser, ça me semble important, même en interne, hein, parce que on ne peut pas être seul sur ces sujets-là. Donc, il faut aussi une organisation, hein, une organisation, comme ça a été très bien dit par les collègues, qu'on pourra assurer un suivi aussi. Une mobilisation aussi pour avoir un retour de centraliser les propositions qui peuvent être faites, hein, que ce soit en interne, surtout même en interne. Et une visite, tout à l'heure, a dit tout à l'heure, il faut pouvoir aussi avoir une visibilité de l'ensemble des projets qui sont réalisés au sein de l'institution, notamment au sein du département. C'est parfois, ça peut paraître des fois compliqué, donc il faut surtout qu'on ait une visibilité sur l'ensemble des projets pour qu'on puisse aussi être force de proposition avec nos collègues de solutions, de sujets comme de solutions, voire innovantes à proposer. Et ça, c'est un élément important à prendre en compte. Au-delà de l'organisation, cette notion de co-construction, là, été bien compris, c'est très important. Et de ne pas hésiter. Alors, j'allais dire, je reviens 2 secondes sur les objectifs atteignables et mesurables. Je sais que chez nous, on avait certains objectifs qu'on avait envisagés et qu'on n'a pas retenus. Je pense notamment au BIM routier. Bon, on avait parlé d'inscrire une action de BIM routier. C'est un sujet qui est pas du tout maîtrisé, sur lequel on avait peu d'informations. Voilà, d'exemple, on l'a d'office. On s'est pas engagé dessus parce qu'on savait pas, tout simplement, on n'a pas l'expertise, on savait pas faire, hein. On n'a pas assez d'éléments sur les BIM routiers, donc voilà un exemple. Il ne faut surtout pas mettre d'objectifs qui ne seraient pas atteignables. Voilà un peu ce que je pourrais rajouter. Alors, je ne vais pas rajouter grand-chose, parce que tout a été dit précédemment. Donc, mais c'est surtout une affaire de tous. Et d'où, je dirais, l'importance d'avoir de bonne communication en interne sur les objectifs qui sont attendus. Voilà Merci. pour ma part. Donc, on va pouvoir passer, il nous reste encore quelques minutes avant midi. Si vous avez des questions pour qu'on puisse y répondre, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Au besoin, vous pouvez aussi lever la main pour que j'active vos micros si vous préférez poser votre question de vive voix. En attendant, dans tous les cas, il me reste à remercier nos 3 intervenants pour leur présentation du jour. Donc voilà, sachez qu'on est à votre disposition si vous avez des plus amples questions, que ce soit maintenant ou que ce soit un peu plus tard, dans les semaines ou mois qui arrivent, notamment si vous avez le projet de rédiger une déclinaison locale du pacte. À la fois nous, côté eDream, mais aussi nos intervenants, n'hésitez pas à nous et à les contacter pour avoir plus d'informations, des retours d'expérience. Voilà, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Vous retrouvez sur le site de l'eDream la plupart des informations assez générales sur le pacte d'engagement au niveau national, mais aussi des déclinaisons locales. Donc, comme j'ai dit, vous avez l'ensemble des déclinaisons qui sont disponibles sur le site pour pouvoir vous en inspirer. N'hésitez pas à nous contacter au besoin. Justement, est-ce qu'il y a quelques collectivités qui sont présentes à ce webinaire qui souhaitent se lancer dans une déclinaison du pacte? Et qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas signataires à ce jour. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.
Bon, s'il n'y a pas de questions, donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous recontacter au besoin ou même me contacter et puis je pourrai les transférer à nos différents intervenants. Vous avez mon adresse mail à l'écran. Ah, voilà, Lionel. Attends, je vais te ouvrir ton micro. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Bonjour Jean, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Juste pour vous dire, chez nous, on est en attente d'une date pour la signature de notre déclinaison locale, hein, dont vous avez déjà vu à l'IDRIM les orientations qui sont envisagées. Je voulais juste savoir à votre niveau, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à la version d'après? Parce qu'on est rentré quand même dans un monde qui va être fait de disruptivité à un moment donné, où on va avoir un certain nombre de sujets à traiter qui sont plus liés aux sciences comportementales, par exemple, qu'à des sujets techniques. Quelles sont les orientations que vous avez déjà commencé à esquisser? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose en route par rapport à tout ça? Parce que ça peut être intéressant quand on commence à y réfléchir maintenant à une déclinaison locale, de commencer à préparer aussi le coup d'après. Oui. Actuellement, on n'a pas encore réfléchi à une deuxième version du pacte d'engagement à proprement parler. Par contre, tous les ans, donc à partir de cette année, on a commencé à réunir l'ensemble des signataires du pacte d'engagement, à la fois au niveau national et au niveau local, justement pour faire aussi émerger ces questionnements et ces besoins d'adaptation du pacte et de ses actions pour les années à venir. Parce qu'il y a encore un peu d'années avant que le pacte s'arrête, c'est à horizon 2030, donc on a encore 5 ans. Et cette année, lors du comité de suivi, on a pu modifier certaines des actions, notamment sur les études de vulnérabilité des différents réseaux, mais aussi ajouter des actions comme pour pouvoir pousser à ce que les infrastructures puissent être support d'énergie propre, par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose c'est un pacte qui est au même niveau que ce qu'on a pu dire pour les déclinaisons locales. C'est un pacte qui est en constante évolution s'il y a besoin de le faire évoluer. Et ça a été le cas lors de notre dernière réunion de comité de l'ensemble des signataires. Donc, a priori, l'année prochaine, si on voit d'autres actions à modifier ou à ajouter, elles seront ajoutées à ce pacte d'engagement. Ok, merci. Alors, juste par rapport aux énergies renouvelables, justement, que tu évoquais, c'est peut-être un sujet qui parle pas beaucoup à des collectivités territoriales, mais nous, avec notre statut un peu particulier, ça nous parle, c'est les autoroutes électriques. Est-ce que c'est un sujet qui fait partie de vos préoccupations? Alors, c'est un sujet qui fait partie des préoccupations de l'IDRIM à titre général et un sujet qu'on peut discuter notamment au sein de notre comité prospective. C'est pas un sujet qui a été débattu dans le cadre du pacte d'engagement. En fait, a priori, cette nouvelle orientation du pacte d'engagement sur une infrastructure support et puis génératrice d'énergie, c'est plutôt sur tout ce qui va être photovoltaïque qu'on a pu le réfléchir lors de notre dernière réunion. Mais ça peut être un sujet si le sujet de l'ERS émerge beaucoup plus qu'il n'émerge jusque-là. Ok, merci. On a d'autres questions? Sinon, voilà, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail et vous avez les différents mails des intervenants dans le chat. Je les remettrai en fin de support de présentation quand nous le publierons sur le site internet de l'IDRIM. Donc voilà, pour clôturer ce webinaire, encore un grand merci à nos 3 intervenants. Un grand merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et de nous avoir écoutés. Et voilà, le mot de la fin, c'est un peu, n'hésitez pas à revenir vers nous au besoin pour vous aider à rédiger ou à suivre vos déclinaisons locales du pacte d'engagement. Merci à tous. Merci à tous.